Comme ça, on te présente. Bonjour tout le monde, enchanté de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition du cycle de la voix. Donc, je suis Karel Bourgois, je suis président du Voice Lab, l'association des acteurs de la Voice Tech en France. Nous aurons aujourd'hui Jean-Patrice Glafkides avec nous, qui va vous Bonjour. parler de sujets à la pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis, on va regarder un peu comment ces nouvelles innovations peuvent s'appliquer à la voix. Et il y a Consuelo Innocenti qui nous a rejoint Bonsoir. maintenant il y a quelques mois et qui sera parmi nous pour pouvoir répondre à vos questions dans le chat. Alors, il y a deux endroits où vous pouvez poser des questions. Il y a le chat et la partie questions. Donc, si c'est purement une question que vous voulez que Jean-Patrice y réponde, mettez ça s'il vous plaît dans questions. Et si c'est juste pour discuter en off, le chat est parfait pour cela. Jean-Patrice, je vais te laisser te présenter un peu et nous parler de Data Valoris. D'accord. Alors, bonjour, merci à tous. Le propos, donc, aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu dans le contexte tout ce qui est bien sûr lié à la voix, mais de manière un peu plus générale, vu que ce que je vais vous présenter, c'est notre technologie basée sur l'évolution génétique, qui peut s'appliquer effectivement à tout, mais en particulier dans le contexte dont on va parler aujourd'hui à la voix. Et je vais vous faire une démonstration live, donc faudra peut-être un petit peu indulgence sur les démonstrations live, comme d'habitude. On aura peut-être un effet démo, quoique pour l'instant, c'est pas encore arrivé, ou en tout cas, c'est arrivé juste avant que la session commence. Et donc, je vais vous présenter comment marche le système et comment en fait faire de l'optimisation de modèles ou de la création de modèles grâce à des algorithmes génétiques qui vont permettre de le faire. Pendant que ça travaillera, je vous ferai une petite présentation PowerPoint pour vous expliquer plus en détail de comment ça marche. Voilà pour le sujet. Je vais donc vous basculer sur le partage. Partage d'écran. Bon, je vais partager tout l'écran, comme ça, ce sera plus simple. Attention aux effets miroirs, là. Merci beaucoup. Donc, vous verrez, la démo, ça ne sera pas une démo voix, parce que pour qu'on arrive à faire ça dans le temps du webinaire, on a choisi quelque chose d'un peu plus simple. Mais l'idée, c'est que ça peut s'appliquer sur des modèles de tout type, et donc sur des modèles vocaux aussi. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Alors, donc ça, c'est l'interface. La solution s'appelle Raise et l'objectif, en fait, c'est qu'on va créer un projet. Donc, ici, on va l'appeler, allez, démo Voice Lab Live. Donc après, voilà, je vous ai expliqué. En fait, le principe, c'est de fabriquer une intelligence artificielle basée sur les données que l'on a, et on va donc mettre en place un certain nombre de paramètres. Donc là, on est dans de l'algorithme génétique. Ce qu'il faut voir, c'est que l'outil que je vous montre en ce moment, c'est un outil dans lequel on va définir comment on veut que le système se comporte et comment le mécanisme de sélection se comporte. C'est-à-dire qu'on va partir d'un modèle initial qui peut être primitif ou qui peut être l'état de l'art. Et à partir de ce modèle-là, on va piloter en quelque sorte le framework de deep learning pour se comporter un petit peu comme un data scientist, où il va automatiquement générer des modèles, automatiquement sélectionner les modèles qui correspondent aux critères que l'on va prendre. Donc, le premier critère que l'on va définir, c'est qu'est-ce que je veux comme méthode qu'est-ce qui pour moi est un meilleur modèle? Est-ce que c'est celui qui a le score le plus haut ou le score le plus bas? Donc, au choix, si on cherche un score le plus haut, on va prendre le higher. Donc, c'est en anglais pour l'interface. Ensuite, il y a une deuxième question qu'on appelle la biodiversité. Ça devrait plutôt être le numérique diversité, quelque part. C'est combien je vais avoir de modèles qui vont me servir de reproducteurs, qui vont me servir à fabriquer d'autres espèces, d'autres modèles. Donc, en gros, c'est le nombre d'IA que je vais conserver qui vont me servir de parents pour fabriquer des nouvelles IA mutantes. On verra après la notion de mutation. C'est-à-dire qu'en fait, on va fabriquer des mutants. Donc, soit on a très, très peu
de diversité, et dans ce cas-là, ça veut dire que là, on n'a qu'un seul parent qui va générer les enfants, soit on a un niveau élevé où on va avoir plein de parents qui peuvent générer les enfants. Alors, quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre? Comme dans la vraie vie en biologie, moins on a de biodiversité, plus il y a des chances que les espèces tombent dans une impasse évolutive et disparaissent ou ne puissent pas fonctionner. L'avantage, c'est qu'on va vite. Seul un enfant meilleur remplace le parent, donc on va vite, mais on peut aller très vite dans le mur. Mais ça peut aller très vite en termes d'évolution. Ou à l'opposé, je vais avoir plein de parents et parmi les parents, on va estimer qu'il y en a un qui pourra surmonter la difficulté, qui permettra d'aller plus vite au résultat ou en tout cas au score qui est attendu. Donc, dans le cadre de l'exemple, on va faire un petit mix. 6, c'est pas mal. Ensuite, la notion de contrôle de la taille. Quand on crée des modèles, ce qu'il faut voir, c'est qu'il peut y avoir un phénomène où, d'ailleurs, on le remarque nous-mêmes quand on fabrique nos propres modèles, on a tendance à avoir des modèles qui grossissent vite. Et donc, l'intérêt, ça peut être de dire, je vais contrôler la taille du modèle et ça va être un critère de sélection. Donc, à gauche, c'est que je ne fais aucun contrôle de taille. À droite, ça veut dire que je vais faire un contrôle de taille et seul un modèle plus petit pourra être éligible à rentrer dans la biodiversité et être les champions. Donc, c'est des méthodes de sélection qui vont permettre de contrôler ce que l'on veut. Donc là, ici, dans l'exemple que je montre, on peut contrôler la taille, mais on peut aussi contrôler la vitesse d'exécution. On peut aussi contrôler la méthode, ou en tout cas le comportement attendu d'un réseau de neurones par rapport à des contrôles de biais ou autres. Donc là, dans cette version, on va faire un contrôle. On va pas mettre de contrôle de taille, mais on pourrait, mais on ne va pas en mettre. Et après, donc, je vais choisir mon plan. Je vais utiliser TensorFlow. Donc, mon quota, je vais limiter à 300 mutations, 300 expérimentations. Et là, je vais choisir un modèle par défaut. Donc, je vais prendre un modèle qui existe, que je suis en train de construire au moment où je parle là. Et ça va me créer un projet. Donc là, je peux sélectionner le connecteur. Le connecteur, on le verra, c'est quelque chose que je l'installe. Là, il a déjà été installé dans un Google Colab et je peux aller dans le projet. Donc là, le projet, aujourd'hui, il est assez primaire. On ne voit rien n'est démarré. Et je vais maintenant basculer sur mon Google Colab pour pouvoir voir et lancer le système. Donc, où est-ce qu'il Jean-Patrice, on me dit que ton écran est un petit peu difficile à lire. Est-ce que tu pourrais faire un petit zoom sur les parties les plus importantes? Alors, je ne sais pas si je peux faire zoom, mais par contre, je peux peut-être faire un partage que du. Je vais arrêter le partage, je vais partager que désactiver le partage, et je vais partager que la page, et peut-être que ce sera en plus grand, il faudra me dire. Partager l'écran, partager une fenêtre, et je vais partager celle-là. Est-ce que c'est mieux en termes d'affichage? J'ai l'impression. Je te laisse continuer un peu et je te fais un feedback. Vous me direz. Attendez. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer, en fait, donc là, j'ai le connecteur qui a été installé, on le voit ici, il a été installé dans un Google Colab, et là, je vais lancer, en fait, le processus. Je lui ai dit quel était le numéro de projet. Si vous regardez dans cette page-là, c'est le numéro de projet 227, ça me concerne moi, et je vais le lancer ici. Dans les configurations de mon projet, j'ai bien mis que c'était le projet 227, et je le lance. Donc là, ça va lancer l'apprentissage, et dans ce contexte-là, donc il me vérifie que j'ai bien les prérequis, il vérifie la version et il fait un test du modèle que je lui ai transmis. Donc comme ça lui donne une base de comparaison avec une efficacité de 76%. Et à partir de là, il va commencer à se connecter sur le serveur et récupérer les mutations. Donc je vais basculer sur la présentation. Donc là, il crée les premiers modèles. On va voir si ça marche. Je préfère vérifier avant. De ce côté-là, est-ce qu'il a vu que ça avait commencé? Donc là, ça a commencé. Donc on le voit qui tourne. Et ce que je vois, c'est que j'ai mon modèle initial qui fait 76% et qui a une taille de 2 millions de paramètres. Là, on est dans de la classification. Le modèle initial que j'ai utilisé, et il va commencer à travailler. Donc on va voir après ce que ça va donner au quotidien. Alors, je regarde il est bien parti. Donc là, il est parti. Il a récupéré, on va recommencer pour expliquer un peu. Donc là, il a récupéré un modèle
et il a récupéré six agents ou 6 mutants et il va les tester, il va les évaluer et en fonction de l'évaluation, ça va générer. Donc là, il fait 12 époques par test. Après, ça, c'est réglable, on peut le changer avec les mécanismes d'early stop si ça prend trop de temps. Alors, je vais arrêter le partage ici et je vais partager mon PowerPoint pour vous expliquer comment ça marche et on va le laisser tourner pour voir le résultat. Alors, je lance le PowerPoint. Ensuite, je fais là, partager, désactiver le partage d'écran, partager la présentation, partager l'écran, fenêtre, je pense que c'est celui-là, partager. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est notre solution de génération automatique de modèles. Et on est parti d'une problématique en fait qu'on adresse, qui est de se dire aujourd'hui, la génération de modèles qui est faite actuellement atteint un certain nombre de limites, parce que la topologie que l'on est capable de générer en tant qu'être humain, en tant que scientifique, sont très mathématiques et sont très proches et sont parfois limités parce qu'on préfère avoir des modèles qui sont simples parce qu'on les pense explicables. Donc ça, on pourra discuter après de la notion d'explicabilité, mais alors qu'en fait, les modèles nécessitent d'avoir un peu plus d'optimisation au niveau de leur topologie. La structure d'un cerveau, même si on est dans les mêmes données, la structure d'un cerveau d'un chat n'est pas du tout la même que la structure d'un cerveau d'un humain. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas de raison que les modèles d'intelligence artificielle n'y échappent pas. Donc, on travaille beaucoup, effectivement, sur les données, parce qu'il y a plein de soucis sur les données. Mais plus on va avoir des intelligences artificielles qui vont être pertinentes ou efficaces, en fait, plus elles vont atteindre des niveaux d'abstraction élevés. Elles vont être de plus en plus complexes à imaginer pour nous, en tant que chercheurs. Et donc, il va falloir s'aider d'outils pour pouvoir générer ces modèles. On voit bien aussi aujourd'hui les AutoML qui est massivement utilisé pour de la génération d'hyperparamètres. Voilà, mais une fois qu'on a fait cette génération d'hyperparamètres, qu'est-ce qui se passe après? On se retrouve avec une topologie qui est fixe et qui ne bouge pas. Plus on va avoir des niveaux d'abstraction aussi, on va s'apercevoir qu'on a besoin de moins en moins de pré-traitement des données et de post-traitement, parce que les IA seront capables d'absorber et de générer ou de gérer des données qui ne sont pas forcément normalisées. On le voit bien avec la tendance actuelle qui est en non supervisé d'apprentissage, où on s'intéresse de moins en moins à la qualité et la quantité de données que l'on a au départ, et on fournit plutôt des données brutalement. On le rend compte, je ne sais pas si vous avez vu là, ce qui est sorti, une nouvelle caméra là, qui est sortie. En fait, il n'y a plus quasiment de traitement dedans. C'est juste un catalyseur de photons. Et après, il y a une intelligence artificielle, un réseau de neurones qui fait le traitement des signaux qu'il reçoit, qui sont loin d'être des signaux que l'on peut avoir dans un processus de caméra standard. Donc, au vu de ce contexte-là, on s'est aussi aperçu qu'on n'avait pas de mathématiques qui permettent de créer les topologies des réseaux de neurones. Aujourd'hui, ça marche beaucoup par je prends le modèle de quelqu'un d'autre, je l'adapte, je le reprends et j'espère, si j'ai de la chance, que mon modèle que je vais modifier sera meilleur que le précédent. Et après, je ferai une superbe publication pour montrer que j'ai un modèle plus performant en faisant telle modification. Mais aujourd'hui, il n'existe quasiment aucune règle. Ce sont des règles empiriques pour le peu qui existent. Et après, sujet à mode. Avant, à un moment, on était passé au convolutional. Maintenant, on repasse dans certains cas sur du dance. On voit bien en ce moment toute la mode autour des transformers et ainsi de suite. Donc tout ça, ça bouge en permanence. Et c'est en fait quelque part de la sélection naturelle, mais provoquée par les experts en intelligence artificielle. Donc, où est-ce que le travail qui est fait actuellement là, dans la démonstration, ça travaille sur le modèle. Donc, c'est vraiment dans l'étape de modèle ops. Tout le travail de préparation de données, de réflexion de données et d'objectifs sont des choses qui doivent être faites au préalable dans le cadre d'un processus d'intelligence artificielle traditionnel. C'est quel est l'objectif, combien on compte gagner avec ça et combien on est prêt à dépenser pour atteindre cet objectif-là, en sachant que ce n'est pas forcément garanti. Voilà où ça se positionne. Nous, ce que l'on propose avec cette approche, ce qui change à cause de cette approche, c'est deux choses. C'est qu'aujourd'hui, la méthode dont on travaille, on part d'un jeu de données, on fait un design de modèle, on récupère un modèle, on teste ce modèle-là, on l'améliore. Donc, on est dans. Je ne sais pas si vous voyez ma souris.
on l'améliore, et au fur et à mesure, après, on va essayer de passer en production, et là, on va intégrer les contraintes de production, peut-être certaines nouvelles contraintes business, et ensuite, on met en production. Nous, ce qui est proposé dans cette démarche avec des algorithmes génétiques, c'est que dès le départ, on définit les contraintes business, les objectifs business, les contraintes de production, et ensuite, le système va tout seul générer des modèles pour être mis directement en production, vu que les contraintes de mise en production auront intégré dès la conception. Donc, ça change un peu l'approche où on va un peu intégrer dès le départ les règles qui sont importantes pour que l'intelligence artificielle aboutisse. De manière un peu amusée, je dirais, on est un peu dans l'esprit d'Isaac Asimov avec ses 3 lois de la robotique, où c'est par conception qu'on va créer les modèles. Donc, c'est prévu dès le départ, dès la conception, on élimine les modèles qui ne respectent pas les règles. Voilà le principe. Alors, dans le contexte que l'on voit, ça va permettre de faire plusieurs choses. La première chose, c'est que le mécanisme d'intelligence artificielle que je présente ici, de génération d'intelligence artificielle, va permettre de faire des mutations ciblées et surtout de la sélection ciblée en fonction des objectifs. Si vous avez un objectif de faire, par exemple, de la reconnaissance de la voix et de la mettre directement dans un téléphone portable, ça veut dire que dans ce contexte-là, il va falloir optimiser le modèle pour qu'il soit le plus rapide possible. Après, au choix de définir quelles sont les pertes d'efficacité que l'on est capable d'accepter pour gagner de la vitesse ou de l'efficacité, disons de la vitesse ou de la taille en consommation électrique. L'autre point qui est intéressant, c'est que ça va permettre en fait de faire des modèles qui vont évoluer avec les données. Donc toute la partie data drift qui va permettre d'être prise en considération. Si on a des données qui évoluent avec le temps, eh bien, l'intérêt, c'est que le système va évoluer avec les données. Donc, si votre jeu de données d'apprentissage évolue, ben, les nouveaux modèles qui vont être produits seront beaucoup plus proches des données. Et donc, du coup, on pourra mettre en production des modèles qui évoluent et qui ne sont pas impactés par le changement des données. Le dernier point qui est intéressant, c'est que comme on pilote en fait le framework de deep learning, comme vous avez vu, le système on va pouvoir apprendre sur de multiples jeux de données qui ne sont pas partageables. Vous avez un jeu de données chez un client A avec un jeu de vocal qui est dans le sud de la France, un autre qui va avoir un jeu vocal ailleurs. Et ben, on va pouvoir mettre en place un mécanisme sans que les données soient partagées, du moment qu'on est d'accord sur le format des données. Sans que les données soient partagées, les IA que l'on va générer vont circuler de jeu de données en jeu de données pour apprendre. Donc, ce ne sont pas les données qui se déplacent, ce sont les IA qui se déplacent dans notre contexte. Donc, ça va permettre en fait de résoudre un des points bloquants que l'on a aujourd'hui, qui est l'accès aux données, qui est souvent sur des zones, disons sur des propriétés d'entreprise ou quand on en manque, de pouvoir utiliser celles qui seraient mises à disposition, mais dont on ne peut pas accéder. Voilà, donc ça, c'est quelques points qui vont permettre d'être traités de cette façon-là. Donc maintenant, est-ce que la méthode, elle est efficace ou pas? Donc on a fait des tests, on a fait des benchmarks. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai pas eu de cas où on n'a pas réussi à optimiser un modèle existant. Dans le cadre d'une entreprise avec laquelle on a travaillé, une grosse entreprise qui est dans le milieu du transport ferroviaire en France, on a travaillé sur un modèle de reconnaissance, donc là c'était de reconnaissance d'images 3D, et le client était bloqué à 96% d'efficacité, 96-25 à peu près d'efficacité avec son modèle. Comme on le voit, c'est un modèle relativement linéaire. Et le système a produit en 48 heures un nouveau modèle qui était soit dans un premier cas un petit peu plus gros, mais qui est monté à 98%, soit dans un deuxième cas beaucoup plus gros, mais qui est monté à 99% d'efficacité. Donc ça, c'est un cas réel. Et après, on a fait des tests sur les benchmarks en prenant des champions Kaggle pour voir si on arrivait à les optimiser. Et sur un modèle NINST d'il y a 2 ans maintenant, on est parti, le modèle faisait 700 000 paramètres et on est arrivé à 200 000 paramètres et on est passé de 99% d'efficacité à 99,4% sans data augmentation. Parce que là, l'objectif, c'est de ne pas tricher et de ne pas avoir de perturbations sur la data augmentation. Comment ça marche? Jean-Patrice, j'ai une question pour toi.
Oui. qu'on nous a posée. C'est est-ce que on peut dire qu'un algo génétique donne de meilleurs résultats que de la backpropagation classique et ou est-ce que ça dépend? Ou, enfin, est-ce que tu as Alors, nous, ce des qu'il faut exemples voir, là-dessus? alors, pour répondre à cette question, là, aujourd'hui, typiquement, on s'appuie, notre algorithme génétique ne fait pas l'apprentissage local. Donc là, l'exemple que l'on a, la démo qu'on va regarder tout à l'heure, dont on va regarder le résultat, les modèles qui sont produits sont des modèles Keras TensorFlow tout à fait traditionnels, et l'apprentissage du modèle en lui-même est fait sous forme de rétropropagation de gradient classique. C'est juste qu'on rajoute une surcouche de sélection et de mutation. Donc, on modifie, on pilote en quelque sorte le framework de deep learning. Donc, aujourd'hui, on peut piloter du framework Keras TensorFlow, mais on peut en utiliser d'autres. On a notre propre framework que l'on garde pour nous parce que avoir la prétention d'être meilleur que Facebook, que Microsoft ou que Google sur les modèles qui sont optimisés pour des GPU, on n'a pas disons, la taille pour pouvoir l'assurer. La particularité, c'est que si on prend notre framework, typiquement, lui, c'est un algorithme génétique qui gère l'apprentissage local. C'est un algorithme mémétique sur l'apprentissage local. Alors, ça a des avantages et des désavantages. Je vais y venir maintenant. Il y a une autre question ou pas? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc, comment ça marche? On part d'un modèle au centre, là. Vous voyez toujours ma souris ou pas? Oui, on la voit pas. Oui, si, on la voit. Pas On tout la le voit temps, un en peu. fait. Ça dépend de. Il y a parfois, elle disparaît. Oui, Parfois, on elle la disparaît. voit. Donc, au centre, on a un modèle initial. Par exemple, vous avez travaillé sur un super modèle qui fait du speech to text. Vous avez un modèle initial et on va le mettre dans le système. Le système, à partir de ce parent, va générer 4 mutants dans cet exemple. Un premier mutant où il va rajouter une couche, un bloc. Un bloc, ça peut être plusieurs couches de neurones, ça peut être plusieurs choses. Donc là, il va le rajouter en sériel sur la vision du bas. Dans un autre cas, il va l'utiliser en parallèle en haut à droite. Là, il va rajouter un lien et ici, il va faire une boucle. Alors, ce quatrième cas est très intéressant. Avec TensorFlow, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de boucle aujourd'hui. Alors, en PyTorch, on peut le détourner un peu, il y a suivant les modèles. Donc, selon le framework que vous allez utiliser, certaines mutations pourront être ou non possibles avec le système. Et c'est là où il y a des différences. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des boucles, la rétropropagation de gradient est tout de suite beaucoup plus problématique. Donc, les algorithmes mémétiques, pour avoir une précision au niveau du neurone, sont quand même plus intéressants, sauf qu'ils sont moins optimisés pour des calculs sur des CPU ou sur du hardware qui travaille par matrice. Là, quand on se retrouve avec des neurones, on travaille au niveau du neurone. Donc, quand on a 1 million de neurones, ce n'est pas des couches matricielles de neurones qu'on passe de l'un à l'autre. On n'est pas comme sur des étages de fusée. On est sur des modèles qui sont beaucoup plus gourmands. Ils sont beaucoup plus complexes à optimiser mathématiquement pour les calculs et les apprentissages. Alors, comment marche le processus évolutif? Alors, cycle 0, c'est ce qu'on va faire là. Donc, on a un modèle qui a 95% d'efficacité. Ce modèle rentre dans le Hall of Fame que je disais, les reproducteurs. Et à partir de ce modèle, donc on va reprendre le modèle dans le cycle 1, et il va avoir 3 enfants, 3 mutants, qui vont chacun avoir une certaine efficacité. Donc, on va évaluer l'efficacité. Donc, on peut faire un apprentissage avec du transfer learning. On peut même mettre du freeze si on veut contrôler les couches qui n'ont pas été touchées par les mutations. Et là, ce qu'on rencontre, c'est qu'on va avoir donc 4 mutants. Il y en a un qui fait 98% d'efficacité, donc on va le garder. Et comme dans les règles, j'ai décidé que dans ma biodiversité, j'ai que 2 parents, et ben dans ce cas-là, je vais garder les deux meilleurs et je vais supprimer les 2 moins bons. Donc, il se trouve que le parent lui-même reste là et un des enfants seulement est conservé. Cycle 2, pareil, on va faire 3 enfants de nouveau, donc une population par cycle de 3. On va évaluer leur efficacité, on va garder les 2 meilleurs. Et ainsi de suite. Et là, donc, on va se retrouver avec un modèle qui va avoir 99,1% d'efficacité pour le meilleur, que l'on appelle le champion. Alors, je me suis limité à 3 cycles, mais ça peut être beaucoup, beaucoup plus. Ça dépend après de la puissance de calcul, ça dépend de beaucoup de facteurs que l'on va mettre en considération. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou pas? Alors, j'ai une question sur la boucle. Est-ce que c'est un réseau récurrent où on applique les méthodes de dépliage classiques?
Est-ce que c'est une méthode? Alors, je ne sais pas, j'ai pas forcément la réponse à la question. Tout ce que je sais, c'est qu'avec les méthodes de boucle, les seules boucles que l'on a, donc quand on fait des boucles sur Keras, aujourd'hui, ça va être plutôt des boucles qui sont intégrées dans la couche elle-même, comme des LSTM par exemple, qui vont avoir des micro-boucles pour faire des boucles mémorielles de courte mémoire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, je veux bien qu'on me précise la notion de dépliage. Je n'ai pas encore la réponse. Si on me précise la question, je te la reposerai un peu après. Je n'avais pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Comment ça marche? Donc, à gauche, on a la partie, c'est chez vous, et à droite, c'est notre plateforme SaaS. De votre côté, vous allez avoir vos données, donc les données restent chez vous. Vous avez le moteur d'apprentissage, donc votre framework d'apprentissage, votre environnement de production. Et là, à partir de là, on va récupérer le modèle. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai dit, voilà, le modèle, il est là, je vais le récupérer. On récupère le modèle, on lui rajoute de l'ADN, donc un génotype. Et à partir de là, on va fabriquer des mutants. Là, on va fabriquer tous les mutants. On va les transformer, on va les renvoyer et ils vont arriver sur le framework, au format du framework, dans cet exemple, on va dire du TensorFlow. On va faire une évaluation de ces nouveaux mutants. On va récupérer les scores. Donc, il n'y a que les scores qui sont remontés. On va sélectionner les modèles qui sont les plus pertinents selon les critères de sélection choisis. Et on va refaire un cycle, refaire des mutations, des mutants, et ainsi de suite. Donc, le 2-3, c'est une boucle permanente. 2-3-4, pardon. Et de temps en temps, on va pouvoir ressortir le champion du moment et le mettre en production. Donc, voilà comment marche le système. Donc, on récupère un modèle. Donc, les données restent, bien sûr, à distance. Et ce sont les intelligences artificielles, ils ont les modèles d'intelligence artificielle qui circulent, voilà, en sachant que même les poids restent à distance. Ils restent chez vous. On ne transporte que la topologie du cerveau numérique. Est-ce qu'il y a des questions ou pas sur ce mode de On fonctionnement? m'a précisé un petit peu la question. On Oui, dit vas-y. le dépliage qui est fait pour faire marcher la back propagation. Ah, pour faire la Cette, rétro. Alors, nous, on est indépendant de ça, en fait. C'est-à-dire que si on peut faire, si le dépliage existe dans le framework que vous utilisez, il n'y a pas de souci. La mutation aura lieu et on fera la boucle. Et ça, dans ce cas-là, ce sera réglé par le framework qui fait la rétropropagation de gradient. Maintenant, je pense que c'est un artifice mathématique qui permet, je ne sais pas si ça induit pas de biais dans le système. Mais là, je ne suis pas assez expert ça dépend de quel framework, comment ils le font. C'est comme ça que fait PyTorch, je pense, pour gérer les boucles. Donc, on s'intègre dans les process, dans les pipes, dans les data pipes. Donc, s'il y a des mécanismes, si vous avez fait des pipes, que ce soit sur des outils de data science ou directement en Python, il n'y a pas de souci pour s'intégrer. Donc, donc, on va permettre d'automatiser en fait la génération ou l'optimisation de modèles. Donc là, l'intérêt, c'est que dans l'optimisation, c'est qu'on va vraiment pouvoir gérer des besoins qui sont des besoins d'optimisation en tas. Et ce qu'il faut voir, c'est que les modèles qui sont générés aujourd'hui, si on prend le GPT-4 par exemple, c'est un modèle qui est très très gros, très très grand et qui est absolument pas optimisé d'un point de vue topologie du réseau de neurones lui-même. Il consomme beaucoup, il a consommé beaucoup à la création, mais effectivement, il est plus efficace que le GPT-3. Maintenant, je ne sais pas si le ratio taille-efficacité soit en sa faveur, mais en tout cas, on se retrouve avec des modèles qui sont créés par nous, data scientists ou chercheurs en IA, qui sont souvent pas optimisés d'un point de vue topologique. Ils peuvent être optimisés en termes de puissance de calcul, mais on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai pris un modèle, on a toujours réussi à l'optimiser d'une manière ou d'une autre. Comme on est dans un mécanisme qui est à base de mise en compétition des modèles, on a forcément des modèles qui sont plus robustes que des modèles faits traditionnellement.
Ça, c'est aussi un élément qui est intéressant. Et après, on peut, on a un certain nombre de tout ce qui est dans les critères de sélection sont des choses qui sont très intéressantes parce qu'on va pouvoir intégrer un certain nombre de critères de sélection. J'en ai parlé de quelques-uns qui semblent évidents, comme la taille ou la vitesse d'exécution, mais il y en a d'autres qui peuvent être très intéressants, comme dire, voilà, je limite l'évolution à 5 époques. Ce qui veut dire que 5 époques, c'est 5 lectures du jeu de données pour l'apprentissage. Donc, ça veut dire que c'est seulement les modèles qui apprennent vite qui vont être sélectionnés. Donc, on peut avoir une pression sélective sur la capacité d'apprentissage. Dans les tests, je me suis même amusé à inverser le train et les validations. Donc, avoir un très gros jeu de données de validation et un très petit jeu d'entraînement. Et on s'aperçoit que malgré ça, le système arrive à apprendre. Il arrive à évoluer. Donc, il y a plein Alors de… justement, j'ai une question un peu sur ce sujet-là, c'est est-ce que comme on fait beaucoup d'essais sur les hyperparamètres, ça risque pas de générer un problème de surapprentissage? Alors, bah ça, tu le mets dans le contrôle de ta sélection. C'est-à-dire que le surapprentissage, ce qu'il faut voir, c'est que le jeu de validation n'est jamais pris en compte dans le jeu par l'apprentissage. Donc, de la même manière que toi, quand tu testes un modèle, tu as ton jeu de test, tu as le jeu d'apprentissage, et après, tu vas regarder ton jeu de test et tu vas voir comment il se comporte et tu vas le garder ou non. Bah, on fait exactement pareil. Donc, en fait, c'est juste une question de comment on gère le système. Donc, tu peux bien sûr avoir des mécanismes de surapprentissage, au même titre que toi, tu peux en avoir. Il faut juste intégrer dans les critères de sélection, dans le score, en fait, il faut éliminer ceux qui surapprennent dès le départ. Il faut les pénaliser. Donc, quelques cas d'usage simples, hein, l'optimisation. Donc, on reprend le système, hein, on prend un modèle, on l'optimise, et on récupère le champion. Là, on se base sur l'efficacité. Donc, on prend un modèle existant. Le deuxième cas d'usage qui existe, c'est celui de la fédération. Donc là, dans ce cas-là, on a deux sources de données. On met un connecteur à côté de chacune des sources de données et chacun des environnements d'apprentissage. Et c'est les IA qui circulent de connecteur en connecteur pour apprendre à partir des données distribuées, non partageables. Ça, Et on c'est un peu ce dont on avait parlé au dernier cycle de la Tout à voix, fait. dans le domaine de la voix, où on a effectivement cette problématique d'avoir des données qui ne sont pas forcément partageables. Donc on a ce première, étape du projet du Voice Lab qui est de mutualiser des données. Mais on sait que malheureusement, il y a certaines données qu'on ne va pas pouvoir mutualiser et centraliser. Et donc, la solution de Data Algorithm, c'est une de celles qu'on va peut-être, étudier pour voir comment on peut aller apprendre sur des données qu'on ne peut pas centraliser au sein du Voice Lab, parce que on a des membres qui ont des données qu'ils aimeraient bien éventuellement utiliser pour l'entraînement, mais qui peuvent malheureusement pas sortir pour des raisons multiples, juridiques souvent, mais pas toujours. Et donc ça peut être un cas d'usage d'une solution telle que Raise. Ouais. Voilà. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que dans ce contexte-là, la seule chose sur laquelle les fournisseurs de données doivent se mettre d'accord, c'est sur le format des données et peut-être d'autres critères qui sont sur l'équilibre ou la représentativité des données. Et à partir de là, après, le système va s'occuper tout seul de l'apprentissage. Donc, après, la génération du data drift. Donc, le data drift, c'est que les données, elles changent. Donc, ce qui se passe, c'est que dans notre mécanisme, on a le mécanisme de réévaluer régulièrement les champions pour qu'ils puissent être toujours mis en compétition avec les nouveaux modèles qui sont mis en confrontation des nouvelles données. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en l'occurrence, on a une base de champions qui sert là dans la biodiversité dont je parlais, qui servent de reproducteurs. Et ben si faut que ils sont, c'est un mode spécial dans lequel ils sont réévalués régulièrement à l'aune des données qui ont changé pour être mis en compétition avec leurs propres enfants, leurs propres mutants. Est-ce que ça, c'est parce qu'on avait une discussion ensemble heu, sur le fine-tuning de modèles par rapport à différents clients? C'est-à-dire que dans le cas de la voix, on a un modèle qui est vraiment un peu le générique, on va dire, et j'ai une boîte, qui est dans la finance. Donc mon modèle qui était à, 98 sur mon dataset, de test, finalement, il est peut-être qu'à 89, sur les données réelles de ce client.
et je vais pouvoir utiliser ça pour que petit à petit, il y a finalement, un peu comme dans l'évolution de l'homme, il y a une branche qui va partir sur le côté, qui va ne plus être exactement la même que sur mon modèle générique, et qui va permettre d'avoir un modèle, par contre, qui sera de plus en plus approprié par rapport aux données de ce client-là euh, et à son vocabulaire, sa taxonomie, etc. Oui, tout à fait, c'est ça, mais en fait, c'est peut-être plus celui-là un peu particulier, en fait, où chacun va avoir un modèle qui va lui être propre. C'est-à-dire qu'on ça va être on va le découper et on va partir du même modèle. Et pour chaque client, en fait, il va y avoir une version qui sera propre à ce client-là en partant du même modèle initial et qui va être optimisé, dans ce cas-là, pour le client à partir des données du client. Si en plus les données du client sont changeantes, on est dans ce contexte-là qui est de la gestion du data brief. Mais si les données du client ne sont pas changeantes, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va avoir un projet pour le client 1, un projet pour le client 2, un projet pour le client 3, chacun avec son jeu de données à lui sur son environnement d'apprentissage, sur son framework. Et comme ça, ils auront le champion propre à ce client-là, ira chez ce client-là. Donc là, il n'y a pas de partage de données. Si on veut maintenant qu'on ait un modèle qui apprenne des différents jeux de données de chacun des clients, on retourne dans cette notion de fédéré, où là, en fait, le client A, le client B, à partir du moment où ils sont d'accord pour le faire, peuvent servir à améliorer un modèle global qui sera efficace pour tout le monde. Donc, essayer d'avoir un modèle qui généralise le mieux possible. Ok. J'ai une autre question qui a été posée sur la gestion des biais. Comment est-ce que tu peux corriger les biais avec cette approche? Alors, déjà, il y a deux types de biais. Il y a les biais qu'on connaît, et là, on peut les corriger parce qu'on peut très bien imaginer d'avoir un jeu de données qui représente les biais. Je vais donner un exemple bateau. Je fais de la reconnaissance. Je suis dans une voiture, je fais de la reconnaissance de choses. Ben, je vais faire en sorte d'avoir un jeu de données où il y a à chaque fois un humain qui traverse devant la voiture. Et c'est un jeu de données avec des biais ou avec des panneaux de signalisation qui sont volontairement biaisés. Et si l'IA répond favorablement, disons favorablement, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas comme il faut, disons qu'elle répond comme si c'était n'importe quoi qui était devant la voiture, alors qu'on veut que quand c'est un humain, absolument, elle s'arrête, quoi que coûte, etc. Et ben dans ce cas-là, l'IA qui fait l'erreur sera systématiquement éliminée. Donc ça, c'est pour les biais explicites que l'on a identifiés. Pour les biais implicites, là, je ne suis pas sûr qu'il y ait des vraies méthodes qui permettraient d'éviter ces biais implicites, si ce n'est des mécanismes de validation formelle qui pourraient exister, qui existent. Hein. On travaille avec une autre société qui fait de la validation formelle de modèles. Et là, dans ce cas-là, on peut intégrer dans les critères de sélection ces mécanismes de validation formelle qui vont permettre de dire ce modèle, il est conforme à telle et telle règle et il n'est pas conforme à telle et telle règle. Et quand il n'est pas conforme, on l'élimine de facto, on ne se pose pas de questions. Donc là aussi, l'idée, c'est d'éliminer dès la conception tous les modèles qui ne sont pas conformes à un certain nombre de règles. Et un autre élément qui est intéressant sur la partie biais, c'est le biais du data scientist. Quand on sélectionne le modèle en tant que data scientist, on peut implicitement rajouter un biais parce qu'on a une pression quelque part qui dit qu'il faut que le modèle il sorte le plus vite possible. Et plutôt que de dire non, je ne suis pas capable d'en faire un ou je n'ai pas atteint ce que je veux comme objectif, eh ben, il peut laisser passer un modèle avec un biais particulier dont il a conscience lui-même, mais que voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, comme dans la création de l'IA, l'humain n'intervient plus sur la modélisation du système, eh ben, on a en fait le human in the loop, il est à la fin. Il n'est pas pendant la conception. Il est au début. Il est dans la génération des règles de conception et il est à la fin dans la dernière règle qui est de la mise en production, ou pas. C'est ce que dit Françoise Soulier dans les commentaires. C'est que vous, en fait, vous n'intervenez pas sur l'entraînement du réseau de neurones, puisque finalement, l'entraînement, il a lieu de façon classique. Vous intervenez sur la définition des paramètres de sélection
entre les différents réseaux. Oui, en fait, on est un data scientist. Le système est un data scientist, une partie d'un data scientist virtuel. Celui qui fait la modification de la topologie, qui lance l'évaluation ou qui lance l'apprentissage et qui sélectionne à la fin ou non le modèle. Nous, ce que l'on dit, c'est que ça, il faut l'industrialiser. Donc, la règle, elle est mise dès le départ. Dès le départ, je dis, mon IA, elle doit correspondre à ces règles-là. Donc, elle doit elle doit avoir un temps de réponse d'une demi-seconde, elle doit consommer tant d'énergie électrique, et elle doit reconnaître les chiens et les chats à 99 ou 99,9% des cas. Et à partir de ça, le système va et pour de la mise en production, il faut qu'elle passe tel test de validation de faux négatifs ou de faux positifs, si on est dans le milieu de la santé, sur un F1. Et ça rentre dans les critères de sélection, dans le calcul du score et dans le critère de sélection. Et automatiquement, donc moi, en tant que data scientist, j'ai travaillé en amont. Je ne me pose plus de la question de savoir si je dois mettre un CNN, si je dois mettre un dance, si je dois mettre un drop-out. Ce n'est plus mon sujet. Mon sujet, c'est qu'est-ce que c'est pour moi un bon modèle. Et à partir du moment où j'ai défini ce que c'est que ce bon modèle dans le processus, le système va créer automatiquement le modèle. Et en fin de chaîne, je pourrai voir le résultat du modèle, si je suis satisfait ou pas satisfait. Ça permet aussi de répondre à une autre question qui est cruciale au niveau de quand on fait des modèles. Souvent, quand j'ai fait un modèle, moi, ça m'est arrivé assez souvent avant que je développe cette solution, c'est que j'arrivais à un modèle qui avait, je dis n'importe quoi, 75% d'efficacité, et j'étais incapable de savoir si ce 75% était lié à mes données ou lié au modèle lui-même. L'intérêt, on va le voir tout à l'heure quand on va regarder le résultat, en espérant qu'entre-temps, il ait bien fonctionné, c'est que le système, on va voir sa courbe d'évolution. Donc, on va voir qu'au bout d'un moment, dans la courbe évolutive, le système va peut-être plafonner dans son évolution. Donc, on va imaginer qu'il est arrivé dans un minimum local qui est proche du minimum global. Et là, dans ce cas-là, si j'ai toujours 75%, je pourrais me dire, bon, ce n'est pas trop une erreur de mon modèle, ça peut être, mais c'est moins probable qu'une erreur au niveau de mes données. Et là, donc, je peux retourner, retravailler sur mes données, et ça peut me donner comme ça des indications si les données que j'utilise ou non sont bonnes. Je ne sais pas si ça répond aux quelques questions. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme, elle est disponible. Hein. Vous pouvez jouer avec gratuitement pendant un certain temps. On va retourner dessus. Donc, ça, c'est des exemples de modèles qui sont. J'aime bien celui-là parce que en haut, c'est un modèle linéaire que j'ai montré dans le benchmark. Et en bas, c'est le résultat que ça a donné. C'est un modèle qui est 3 fois plus petit et plus performant que celui qui est en haut à gauche. Maintenant, on va être complètement transparent. J'aurais été bien incapable de fabriquer ce modèle-là en tant qu'être humain, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on tombe sur des modèles plus performants. Hein. Attention, hein, parfois, on peut avoir des impasses évolutives. Ça dépend aussi des paramètres que l'on a choisis. Alors, je vais basculer maintenant sur le… Je ne sais pas s'il y a toujours le partage, là. Je vais repartager. On va aller regarder le résultat. Donc là, coupé. Ça s'est coupé, c'est très bien. Fenêtre, je vais aller voir ça. Partager ça. Alors, donc là, on voit, il continue de tourner. Hein. Donc, notre modèle, il tourne. Il a fabriqué un modèle, là, un nouveau modèle. Alors, on m'a dit tout à l'heure que si tu vas sur les 3 petits points en haut à droite, tu devrais avoir une fonctionnalité zoom. Là dans ton navigateur, ouais. En haut à droite, les 3 petits points, voilà ça. Je me méfie toujours des zooms des navigateurs parce que de temps en temps, ça casse l'interface. Bon, là, il tourne. Il continue de tourner. On va retourner voir l'interface graphique. Vous arrivez à voir quelque chose ou pas du tout, là? Moi, honnêtement, je vois bien, mais ça dépend peut-être de la bande passante de chacun. On va laisser attendre. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on est toujours sur en bas à gauche, colonne de gauche. Disons colonne de la fenêtre principale de gauche. Initial modèle, donc on est toujours avec notre modèle qui faisait 76% d'efficacité, 2 379 millions de paramètres, 2 millions de paramètres. Là, le colonne de juste à droite, on a le champion actuel. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un champion de génération 3. Il y en a un nouveau qui vient d'apparaître là. 95%, vous l'avez vu en live, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Donc, on est passé à 95% d'efficacité. C'est le champion d'une génération 4.
C'est alors qu'on en est à la 5e de disponible. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément les dernières générations qui sont les plus efficaces. Il est pas mal plus gros, il est 50% plus gros que le premier, mais par contre, il est à 95%. Voilà, on va aller voir si j'ai un champion en termes de taille. Là, j'ai un champion, il fait 910 000 paramètres, donc plus de 2 fois plus petit que le premier, et qui a une efficacité de 92,6%. Donc, si maintenant je vais aller voir un peu le modèle de la différence qu'il y a, donc là, ça c'est le modèle initial. Est-ce que vous voyez ou pas? Je vais essayer de zoomer. Donc, c'est une visualisation 3D. Donc, ça, c'est l'input. Là, on voit qu'on a un conv, une deuxième conv. Là, on a un flatten. Donc, là, on a un dance. Ça, c'est le modèle initial avec 2 dances de suite et le output qui est là. Vous voyez ou pas? Vous avez pu voir? Parce que je vais fermer celui-là. Oui, moi, en tout cas, je le vois. Voilà. Oui, on le voit bien. Voilà le modèle maintenant qu'on a généré. Voilà ce qu'il a produit. Donc là, on a l'input. On a une conv ici. Ça part à droite, et encore avec une autre conv. Un dance, un flatten. Là, si je reviens au départ, à gauche, il repart sur un dance, qui lui-même aboutit à un autre dance, qui aboutit à un dance. Donc là, il y a une convergence, il y a un concatenate entre les deux, et ensuite, il y a un nouveau concatenate sur un dance et un dance. Donc ce modèle-là, pour de multiples raisons, a atteint 95% d'efficacité. On va aller regarder le champion en taille. Donc celui-là, il est plus petit, de génération 2. Et on va voir qu'est-ce qu'il m'a trouvé en petit. Là, il est resté sur un modèle linéaire, plus petit. Donc là, on a de nouveau 2 conves, un flatten, un dance, un dance, et un dance. Donc là, il a rajouté des danses à la fin et il a diminué la taille du premier. Et donc, du coup, on se retrouve avec un modèle qui est plus petit et qui atteint 92,6% d'efficacité. Donc, si on continue le processus, il va continuer à tourner. Et si je veux, je peux récupérer ce modèle. Il est dans c'est le fichier .config et le .h5 qui sont de mon côté, du côté du Google Colab. Ils ne sont pas du côté de mon interface. Donc là, j'ai généré un modèle plus petit, plus performant en quelques minutes. Alors bien sûr, j'ai triché un petit peu dans le sens où j'ai pris un jeu de données qui est plus petit parce que sinon, je n'aurais pas 53 secondes par évaluation de mutant. Mais voilà, un cycle complet, c'est 5 minutes et ça met 53 secondes par mutant. Donc si je retourne sur le Google Colab, donc là, il est encore en train d'évaluer. J'ai mis 100. Je vais essayer de rediminuer un peu pour qu'on puisse voir correctement. Donc là, il évalue. Et en fait, il en a combien? Il est son mutant numéro 4 sur 6. Donc ça, c'est un cycle avec 6 mutants à chaque fois. On voit qu'il s'arrête au bout d'un moment. Il avait 12 époques, il s'est arrêté au 8e parce qu'il il y a un early stop. Donc ça, ces règles d'apprentissage, c'est des choses qui sont modifiables de votre côté. Moi, la seule chose qui est importante pour moi, c'est qu'une fois qu'il y a eu l'évaluation et le test, qu'on me remonte le score pour que je puisse savoir si je le conserve ou pas. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez le modèle, mais en fait, ici, j'ai 1000 données d'entraînement et 500 données de test. En sachant que le modèle initial fait 50 000 données, j'ai pris qu'un cinquantième des données pour l'apprentissage, tout en ayant gardé qu'un dixième des tests. Donc, j'ai beaucoup plus de données d'évaluation de tests que d'entraînement, avec très peu d'entraînement. Donc, je le pénalise énormément, je le force presque à faire du surapprentissage. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, dans certains cas, je ne sais pas si c'est le cas dans celui-là, on se retrouve quasiment avec du 100% de reconnaissance sur le train. Par contre, sur la value accuracy, on est à 92,8. Donc voilà le modèle, il continue à suivre son cours, ça continue à apprendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors j'ai une autre question qui est, est-ce que les connecteurs sont standards ou tu les développes pour chaque use case? Alors, les connecteurs sont par framework. Donc, on a un connecteur TensorFlow et après, s'il y a besoin, si vous avez développé votre propre framework, il y aura un connecteur pour votre framework. On prévoit un de ces quatre de faire le PyTorch. Maintenant, ça ne nous a pas encore été demandé par un client et beaucoup utilisent TensorFlow.
voilà, on a notre propre framework aussi. Donc, c'est pas par comment dire, c'est pas par sujet, c'est par framework. Parce que nous, ce qui est important, c'est savoir quelles sont les mutations qui sont possibles et celles qui ne sont pas possibles. Donc, on a besoin, en fait, de notre côté, quand on reçoit un modèle, on le transforme avec un code génétique. Donc, on a notre propre formalisation du modèle. C'est un peu ce qu'on voit dans la visualisation 3D. Et après, quand ça revient du côté du client, c'est transformé en Keras TensorFlow, dans notre exemple. Et tout à l'heure, quand tu nous as montré un peu les différents cas d'usage, donc finalement, comment tu adaptes le framework à ces différents cas d'usage, enfin le framework, la solution aux différents cas d'usage. C'est une question de paramétrisation et c'est pas lié directement au connecteur. En fait, quand on lance l'apprentissage, je ne sais pas si on le voit là, en fait, on lance une commande qui s'appelle run population. En fait, on lance le connecteur. Donc, c'est toujours le connecteur qui se connecte au serveur et pas l'inverse pour des raisons de sécurité. Déjà, ça, c'est le premier point. Donc, on lance un code qui s'appelle run population, qui est ici, qui est dans le connecteur, et qui a un fichier de configuration du projet et un fichier qui est plus intéressant, qui est un autre fichier Python. Et c'est ce fichier Python, en fait, qui va définir comment on doit se comporter. Si je prends, par exemple, cet exemple en multi-input, je vais agrandir ici. Donc, on a le chargement de la donnée. Donc ça, c'est vous qui définissez comment les données sont chargées. Ensuite, il y a optionnellement la possibilité de faire créer un modèle initial. Mais ça, en général, vous l'avez. Et on a le train function. Donc, il y a 3 méthodes que vous modifiez, que vous gérez par vous-même. Le train, le evaluate et le data load. Il est où? Il est au début. Donc, il y a 3 fonctions que vous pouvez modifier. On donne des exemples. Il y a juste à les modifier pour se caler avec votre projet. Donc, c'est votre méthode. La seule chose qui est impérative, si on prend le train, ici, j'ai besoin de ça. Ça, c'est la seule chose qui m'intéresse. Le train accuracy et le test accuracy. Votre score, en fait. Là, j'ai mis accuracy, mais ça peut être le score. Ça peut être l'accuracy x2 divisé par l'âge du capitaine multiplié par la validation fonctionnelle. La seule chose, c'est que j'ai besoin d'un score qui me soit remonté à ce niveau-là et à ce niveau-là, au niveau de l'evaluate. Et dans la version qui va arriver, là, si vous avez la version avec le temps, on demande aussi la remontée de cette petite information qui est l'époque time. Là, c'est 4 secondes. Donc, on a besoin de remonter ça, cette information de 4 secondes. Là. Alors, si on revient… Et j'ai 2 autres, enfin, j'ai un follow-up sur celle-là qui est à propos des connecteurs. Tu as aussi des connecteurs pour les data lakes ou pas là, ou ça, c'est chez le client? Ça, c'est côté client. Nous, on ne se connecte jamais aux données. Donc, en fait, de votre côté, vous avez votre serveur sur lequel vous installez le connecteur. Et à partir du connecteur, en Python, vous utilisez votre connecteur au data lake en Python. Donc, on utilise votre pipe de données, en fait. Donc, il n'y a pas de… Nous, à aucun moment, alors on peut intervenir en consulting et en accompagnement, mais à aucun moment, si vous êtes complètement autonome sur votre data lake et vous installez le connecteur et tout tournera tout seul. Disons, vous paramétrez, comme je vous l'ai dit, vous mettez comment vous récupérez les données, comment vous faites un entraînement, comment on fait une évaluation, quel est le score que vous remontez en évaluation. Et après, quand vous faites le projet, c'est là où vous allez dire je veux le score le plus élevé, ou si on est sur du MAE, je veux le score le plus bas. Et le système va générer automatiquement après soit le modèle si vous partez d'un modèle primitif, soit il va l'optimiser si vous partez d'un modèle qui a déjà appris avec du transfer learning. Alors François te pose la question que je t'ai posée tout à l'heure, donc c'est vrai que je ne l'ai pas reposée là. Mais comme toujours pour un algo évaluationniste, le temps de calcul, finalement, c'est le rapport entre le temps de calcul supplémentaire et le gain de performance qui est important, parce que ce que je te disais ce matin, c'est si pour calculer mes différents mutants, je multiplie mes coûts par 100 pour gagner 10% sur ma performance. Donc, comment tu gères ça avec tes clients? Alors, après, d'abord, c'est au cas par cas.
Alors, je vais toujours dire la base, hein, si vous êtes déjà satisfait de votre modèle, bah, vous n'avez pas besoin de l'optimiser, donc du coup, ça va. Si maintenant il s'agit de mettre un modèle d'intelligence artificielle dans une voiture et il faut éviter, ou dans un avion, il ne faut pas qu'il y ait de décès ou de risque d'accident, eh ben, le 0,1% vaudra peut-être les 10 fois plus de coûts que ça va engendrer. Donc ça, c'est une question d'ordre général. Après, on a des astuces qui permettent de réduire le temps. Ce qu'il faut voir, c'est que le nombre d'époques que l'on met ici, je peux le réduire. Moi, j'ai fait des tests en limitant volontairement l'époque, en faisant une pression sélective sur le nombre d'époques pour l'apprentissage. Donc, on va, dans ce cas-là, sélectionner les modèles qui apprennent le plus vite possible. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Donc, qui permet de réduire le coût d'apprentissage. La deuxième chose, c'est qu'on utilise du transfer learning. Comme on le voit, le modèle, quand il commence à 55%, il monte tout de suite à 94, 97, 98. Ça, c'est parce que les couches qui ont été mutées ont rajouté du bruit dans le modèle. Mais on voit que le bruit, il est absorbé assez rapidement, hein. Donc, en fait, le transfer learning fait qu'il y a déjà les poids sont déjà là. C'est juste la partie qui a été perturbée, qui voit son, comment ça s'appelle, qui voit son système, Cette topologie. sa topologie. Donc la topologie dans son ensemble, en fait, l'apprentissage que l'on fait, c'est plus un rééquilibrage. Je vais le parler comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas un entraînement, on fait un entraînement par rééquilibrage des zones qui ont été mutées. Donc effectivement, si c'est une mutation qui rechange toute la structure complète du réseau, dans ce cas-là, il y aura un réapprentissage complet qui sera à faire parce qu'il aura été trop perturbé. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que nous, on fait rarement, par cycle, on fait rarement plus d'une ou deux mutations. C'est proportionnel à la taille du modèle. Donc en fait, au final, on ne perturbe pas tant que ça les modèles. Donc on le voit bien là. Et Hein, puis on tu arrive parlais de freeze ce matin, tu me disais aussi. Voilà, alors après, il y a une autre méthode qu'on peut mettre en place, qui est une des options qui est disponible disons, pour les personnes avancées sur le sujet, c'est qu'on peut aussi mettre un freeze. C'est-à-dire que je peux bloquer les couches qui n'ont pas été mutées, ce qui veut dire qu'elles n'apprennent pas elles-mêmes. Elles servent juste au calcul. Et donc, dans ce cas-là, on gagne du temps parce qu'on on ne modifie que les couches qui ont été traitées. Alors, c'est un avantage, c'est que ça permet d'aller un poil plus vite. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas d'équilibrage du modèle. C'est-à-dire que les poids qui étaient là avant sont les poids qui seront là après pour les couches qui n'ont pas été mutées. Dans ce cas-là, on est en train de réfléchir à un mode mixte où en fait on commence par du freeze, le temps que ça se rééquilibre un peu, donc ça se apprenne un peu sur les couches qui ont été mutées. C'est-à-dire qu'on bascule tout de suite sur du 94, 97, et après on rebasculerait sur un apprentissage global qui permettrait de faire cet équilibrage dont je parlais tout à l'heure. Et après, plus tard, viendra une nouvelle technologie qu'on appelle, nous, le phylogenetic replay learning, mais ce sera un autre sujet, et peut-être un autre sujet de présentation sur la programmation génétique des mutations. Alors, autre question, est-ce que les métarex sont gérés avec TIBCO? Alors, je t'avoue, je ne sais pas ce que je ne connais pas ça, donc je te lis une question. Alors, TIBCO, alors ça dépend quoi de TIBCO, parce qu'ils ont quand même beaucoup de solutions. Nous, on réfléchit actuellement à un partenariat avec TIBCO. Et dans ce contexte-là, moi, je suis toujours à la recherche d'un cas d'usage avec TIBCO qui pousserait TIBCO, parce qu'on est tout petit par rapport à TIBCO, hein. Donc, qui pousserait TIBCO à dire « Ah ben non, tout compte fait, Data Valoris, ça vaut le coup qu'on avance sur le sujet. » Mais si vous utilisez TIBCO sur la partie data pipe, l'équivalent de data IQ, data robot, H2O, etc., nous, après, il y a des paramètres qui peuvent être de rester de leur responsabilité à eux. Moi, il n'y a aucun souci avec ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais… Je ne sais pas, parce que comme je n'ai pas compris ni la question ni la réponse, moi, je ne suis pas très… TIBCO, c'est un outil, c'est un logiciel de gestion de données qui intègre la possibilité de faire un peu comme, je ne sais pas si tu connais DataIQ, alors ils ont plusieurs offres, mais je pense que c'est de celle-là dont on parle. C'est un peu l'équivalent de DataIQ ou d'IBM Studio ou d'autres de data robot, de H2O, donc qui permettent de faire… On n'utilise pas trop tous ces trucs-là dans la voie, nous, c'est pour ça que je connais. Voilà, tu as un équivalent open source qui s'appelle KNIME, K-N-I-M-E, et on s'intègre tout à fait. Donc là, on fait des process de génération de modèles
Ça, je peux le montrer, je l'ai dans ma présentation PowerPoint. Il est où? Toc, 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 toc. Non, ça c'est pas avec TIBCO. Avec Nime. Donc, en fait, en gros, si on doit s'intégrer avec un TIBCO, en général, on a deux processus qui sont mis en place. Un processus de génération de modèles et un processus d'extraction du champion pour la mise en production. Et le processus d'extraction du champion, voilà, n'utilise pas les données en elles-mêmes, c'est juste que ça va récupérer dans Raise le champion, le nom du champion, et ça va le mettre après en production dans un flux de mise en production. D'accord. Alors, j'ai une petite précision sur la question. Oui, pour les connecteurs, possibilité de programmer et de mettre des règles de gestion entre les deux systèmes. Je pense que c'est possible. Nous, on est en Python, donc de toute façon, on est ouvert à tout. La seule chose, c'est que sur les méta, voilà, nous, on commence, en général, on commence là où l'auto-ML s'arrête, pour le faire simple. Donc, l'auto-ML génère le premier modèle initial à partir d'une sélection, et nous, on commence le processus évolutif à partir de là, souvent, où on peut s'affranchir d'auto-ML aussi. Hein. Et donc, du coup, si vous avez un processus de création dans TIBCO, on peut après récupérer les données qui ont été générées par TIBCO. Après, il faudra avoir un cas concret et réel. Hein. Là, d'ici, je ne sais pas après comment répondre à… Bon, ouais, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Je suis à disposition pour qu'on en discute. Voilà, exactement. Et alors pour revenir au domaine de la voix, donc tout à l'heure on parlait de l'apprentissage fédéré, qui est un des trucs qui intéresse pas mal le Voice Lab. Et donc après, par rapport aux problématiques qu'on rencontre nous, sur la… Lui, il a grossi là. 8 sur 7, non, comment il peut être 8e génération sur 7 générations? Ça ne marche pas. Oui, il doit y avoir un effet de bord là, parce qu'il n'a pas dû être mis à jour. Web de rafraîchissement. 8 sur 8, ça paraît plus logique. Voilà. Et donc, oui donc nous, les problématiques qu'on a souvent, ça va être la complexité des modèles résultants. Donc, effectivement, de pouvoir trouver des modèles qui performent aussi bien, mais en utilisant moins de ressources. Donc ça, je dirais, c'est nos modèles un peu génériques qu'on arrive à entraîner, qui, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, sont souvent des résultats de travaux qui ont été faits par pas mal de couches de data scientists, et on arrive à un bon taux de word error rate, puisque c'est surtout en ça que nous qu'on mesure, mais qui par contre derrière demande beaucoup de puissance. Donc une des façons d'utiliser Raise, ça va être de simplifier ces modèles pour diminuer nos coûts CPU ou GPU. Et l'autre façon, ça serait en inférence. Pour diminuer les coûts en inférence. Et l'autre façon de l'utiliser, donc, c'est d'adapter, c'est plutôt le contraire, où on a un modèle qui n'est pas forcément super performant en termes de word error rate, parce qu'on a utilisé un modèle qui était un peu générique, alors qu'en fait, on a besoin d'un truc un peu plus spécialiste par rapport à un vocabulaire complexe d'un client. Et là, d'utiliser les mutations pour essayer de trouver un modèle qui va mieux performer sur ce client-là. Tout à fait. C'est dans ce contexte-là que ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant dans la recherche de topologies auxquelles on n'a pas forcément pensé. Si on voit celle qui tourne là, je ne sais pas si on aurait pu y penser. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément toujours la meilleure. Hein. Il y a plein de manières d'arriver au même objectif. Mais on est parfois surpris par la capacité des algorithmes génétiques à produire des solutions auxquelles on n'a pas pensé naturellement. Hein, aujourd'hui, si tu regardes dans la nature, pour voler, il y en a qui utilisent des ailes, d'autres qui planent. Nous, on a eu de l'intelligence pour fabriquer des avions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, entre les ailes d'abeille et les ailes de chauve-souris, en passant par les ailes d'oiseaux traditionnels, il y a plein de manières de voler. Voilà.
Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le processus évolutif va aboutir à des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Et ces solutions peuvent être généralisables et faire l'objet de publications scientifiques aussi, ou de produire des nouveaux modèles qui vont être pertinents. Là, ce que l'on a fait, ce qui est assez intéressant dans l'approche, c'est que plutôt que de travailler sur des algorithmes génétiques de bout en bout, c'est-à-dire y compris au niveau de l'apprentissage local, on fait de l'algorithme génétique au-dessus de frameworks standards. Donc, ça veut dire que les modèles qui sont générés sont normalisés, standardisés, réutilisables, non propriétaires, et donc dans ce contexte-là, peuvent être utilisés, réutilisés et servir d'exemple. Après, on peut essayer d'analyser pourquoi ça, c'est meilleur que d'autres, mais ça, on va laisser ça à nos mathématiciens fondamentaux qui font de la recherche fondamentale pour essayer de nous trouver une mathématique. Et l'avantage aussi, c'est que plus on aura de la puissance de calcul, plus ça va évoluer. C'est-à-dire que là, on travaille déjà sur un mode de fonctionnement sur un framework quantique où on va pouvoir en parallèle envoyer plusieurs mutants en parallèle en apprentissage sur un ordinateur quantique. Voilà. Bon, pour l'instant, on devrait, nous, accéder à un ordinateur quantique d'ici 6 mois maintenant. Alors justement, c'est une question qu'on me pose, c'est est-ce que vous avez des concurrents, vous avez des boîtes qui ont cette même approche sur Alors aujourd'hui, la mutation? Aujourd'hui, pas à ma connaissance. Maintenant, c'est l'algorithmie de mutation, les algorithmes génétiques, ça reste assez standard. Donc, il y a des data scientists qui le développent par eux-mêmes. Je sais par exemple que c'est très utilisé chez, comment ça s'appelle, chez Tesla. Parce que mon associé américain, Jen Sher, a fait ses études avec un de ses copains qui, lui, maintenant est chez Tesla et qui était un fan d'algorithmes génétiques. Donc, non, chez Uber, pardon, c'est pas chez Tesla, chez Uber. Donc, c'est utilisé. Je ne sais pas ce que Google fait dans ses laboratoires, donc je ne peux pas dire comment ils avancent. Je sais que dans AutoML, ils commencent à parler de mutation dans les dernières versions d'AutoML, mais ils n'en sont pas encore à la partie sélection automatique comme nous on le fait. Donc, on est les seuls aujourd'hui, à ma connaissance, à fournir une solution, entre guillemets, clé en main, qui permette de le faire. Et mon chat est d'accord, si vous l'avez entendu. Oui, je l'ai entendu nous 2 fois déjà. Il veut sortir, bon. mais ça l'ennuie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon, moi je pense qu'on a pas mal, je veux dire, on a pas mal fait le tour du problème, peut-être pas quand même, mais en tout cas suffisamment pour que on puisse comprendre un peu l'approche et comment ça fonctionne. Allez, on fait un dernier petit refresh. Bah, le 8 sur 8 a toujours. Non, mais il n'y en a gagnant. pas de nouveau. Là, on a fait 10 cycles. On a dépensé 60 mutants. Et on a donc abouti à un modèle pour l'instant qui est comme ça. Alors après, il y a des clients qui ont utilisé de la feature selection. Ils utilisent ça pour faire de la feature selection. Je vais vous montrer comment parce que c'est assez marrant. Moi, je ne savais pas que c'était possible. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est le modèle initial. Donc ça, c'est un modèle de prédiction de consommation énergétique. Voilà le modèle. Donc, en fait, chaque entrée, au lieu d'avoir un vecteur avec 30 entrées ou 40 entrées, là, c'est chaque entrée est un vecteur. Et en fait, c'est X vecteurs de une entrée plutôt qu'un vecteur de X entrées. D'accord? Ça, c'est le modèle initial. Et après, voilà, après l'apprentissage, on est arrivé avec un modèle comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quelles sont avec la prémutation, on voit quelles sont les entrées qui sont plus pertinentes que d'autres. Et il y a des entrées qui ont disparu. Donc, il y a une sélection naturelle des entrées, parce qu'on est capable, effectivement, quand on fabrique les modèles, de supprimer des liens. Donc, une entrée qui se retrouve sans lien, elle disparaît. Donc là, ça a été utilisé. Ils l'ont utilisé pour faire de la feature selection automatique. Et après, ils sont passés sur un vecteur. Parce que pour les raisons d'optimisation, c'était plus rapide. Mais grâce à ça, ils ont pu voir quels étaient les modèles les plus pertinents. Disons, cette entrée, par exemple, elle est utilisée sur 2 circuits distincts. Elle repasse tout de suite vers la sortie et elle repasse par le système centralisé. Pourquoi? Je ne saurais pas forcément l'expliquer, par contre.
Donc, c'est un exemple parmi d'autres d'évolution qui arrive. Génial. Merci beaucoup, Jean-Patrice. Nous, en tout cas, côté VoiceLab, on est assez intéressés d'explorer ça. Alors, peut-être pas encore tout de suite, puisque là, on en est encore à établir à mutualiser nos données. On a déjà 6000 heures, mais c'est pas encore assez. Et puis, on est en train de faire nos premières versions de moteurs de reconnaissance vocale avec, je dirais, l'outillage classique. Mais après, on sera intéressé d'explorer comment effectivement on peut rajouter ce genre de choses pour améliorer nos performances. Et comme l'objectif, c'est d'être concurrentiel par rapport à des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous, utiliser des approches comme ça un petit peu innovantes et différenciantes qui nous permettent d'être très conservateurs sur nos coûts, parce qu'on n'a pas forcément la puissance de calcul de certaines multinationales, tout en arrivant à des résultats de qualité. Oui, nous aussi, c'est aussi la même question qu'on a, c'est que nous, on n'est pas très, très nombreux, on a des idées innovatrices, et on se bat avec nos armes par rapport à un Google qui aurait les moyens potentiels en fait, de faire mieux que nous. Maintenant, encore faut-il qu'ils aient l'idée. On est encore sous le radar, il faut être en toute transparence. Mais c'est très. Moi c'est passionnant parce qu'en fait, on explore un nouveau champ des possibles au niveau de l'intelligence artificielle qui jusqu'à maintenant n'était pas adressé en fait. Exploité. Ou exploité, et c'est le début. C'est que le début, parce que voilà, après, quand on parlera du phylogenetic replay learning, vous verrez qu'il y a un potentiel incroyable derrière tout ça. Super. Merci à tous d'avoir participé. Merci. Le replay sera sur le canal livestream et sur les channels YouTube du Hub Francia et du VoiceLab. Merci Jean-Patrice, merci Consuelo pour l'animation et le Hub Francia de nous avoir prêté une fois de plus votre canal livestream. À bientôt pour le prochain cycle de la voix. On n'a pas encore défini le thème, mais dès que ça sera fait, on vous enverra un petit. C'est en cours, oui. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et le chat qui dit au revoir. Super. Le chat qui dit au revoir. Ouais.